Bonjour à tous, bonjour Thierry Ménissier, c'est vraiment pour nous un double honneur de te recevoir à la MSH aujourd'hui. D'abord un honneur parce que nous recevons le vice-président recherche SHS, ça c'est un premier point. Et puis aussi parce que nous avons le plaisir de recevoir un philosophe politique. Et cet honneur était très disputé entre Laurent et moi. Je ne dis pas que nous l'avons joué au dé, mais en réalité, nous sommes deux à t'accueillir au nom de toute la MSH avec un très grand plaisir. Si nous t'écoutons aujourd'hui, c'est en partie pour tes réflexions fondées sur Machiavel et le XVIe siècle qui ont enclenché tout le mouvement de pensée qui te caractérise, et pour les mises en question à partir de ces auteurs et de cette période, pour les mises en question que tu as pratiquées, si j'ai bien compris, des catégories de pensée telles qu'elles ont été transmises, telles qu'elles ont traversé ou non les siècles. Et il me semble qu'une des caractéristiques de ta démarche est que tu vas sans arrêt interroger les continuités et les ruptures. Alors, quel plus beau sujet pour parler de continuité et rupture que la corruption. Cela nous met vraiment, on avait tout à fait hâte d'entendre ce que tu allais nous dire dans le droit fil de ton livre Philosophie de la corruption, qui est paru chez Hermann en 2018, que nous aurions voulu montrer sur la table comme nous le faisons pour les parutions, mais la commande n'est pas arrivée à temps, donc ce livre, vous le trouvez en librairie. Et c'est un livre dans lequel tu considères les fondements et le fonctionnement de la corruption, définis notamment, si j'ai bien retenu, comme la captation des ressources communes. Donc, je pense que tu vas peut-être revenir sur cette application, parce que du coup, cela t'amène à avoir une position tout à fait réaliste et sans concession dans la réflexion politique à travers les époques. Et je crois que c'est un questionnement qui ne recule pas devant un certain inconfort, alors compensé aujourd'hui par le fauteuil, mais l'inconfort de la pensée, nous l'attendons avec impatience. Je te donne donc la parole pour 30 minutes. Au bout de 25 minutes, un discret coup de gong t'avertira qu'il te reste 5 minutes. Et donc, à la fin des 5 minutes, nous pourrons discuter avec la salle qui, je n'en doute pas, aura, vu son nombre, de nombreuses et intéressantes questions à te poser. Très bien. Tu as la parole, je te remercie. Merci beaucoup Isabelle, merci Laurent, merci à toute l'équipe de la MSH. Comme je le disais à l'instant, je suis bien plus habitué à poser des questions dans cet amphi qu'à y répondre, puisque j'y anime un autre cycle de conférences. Et cette fois, je n'y suis pas en tant que vice-président recherche, du moins je l'espère, où cette invitation s'apparenterait à un cas de quasi-corruption. Donc j'y suis en tant que chercheur et en tant que chercheur. Alors, cette question de la corruption, en effet, m'a été, disons, suggérée, inspirée par mon saint patron, Nicolas Machiavel, mais peut-être pas de la manière aussi évidente ou simple que vous pouvez l'entendre communément. On dit c'est un spécialiste de Machiavel, il sait ce que c'est que la corruption puisqu'il a pratiqué. Et c'est fâcheux puisque j'exerce certaines responsabilités dans un système complexe à l'université. Donc, ouais, évidemment, bien entendu. En fait, le Machiavel qui m'intéresse, c'est pas tellement celui, disons, il m'intéresse aussi, celui dont je vais parler, celui qui a l'âme sombre, et qui dépeint le prince obscur. C'est très intéressant, mais c'est pas tellement celui qui m'intéresse. Celui qui m'intéresse, c'est le tenant, mal connu en France, nous sommes plusieurs à nous employer à essayer de le faire connaître comme ça, de ce qu'on appelle le républicanisme, qui est l'autre courant de pensée qui a permis de théoriser les libertés privées et publiques, du point de vue de la philosophie politique. L'autre courant, évidemment, c'est le libéralisme, dont on dit qu'il est fondateur ou dominant. En réalité, c'est un point d'interprétation
particulièrement bien posée par les grands ancêtres de cette interprétation, John Greville Haggard Pocock, dans son grand livre de 1975, The Machiavellian Moment, le moment machiavélien. Et puis Quentin Skinner en 1980, un autre grand historien des idées, un Oxfordien. Et ces auteurs donc ont servi de précurseurs. Avant eux, Hannah Arendt et Hans Baron, donc un Autrichien, avaient montré comment, qui a fait sa carrière à Princeton, comment la pensée machiavélienne s'inscrit dans un courant doctrinal qui remonte à Aristote, à Cicéron, qui se poursuivra ensuite avec Harrington, Montesquieu, Habermas, Hannah Arendt. Voilà. Et ce courant de pensée privilégie la vertu civique, sur laquelle je reviendrai, contre le paradigme libéral de l'intérêt. Voilà, donc c'est ce Machiavel qui, moi, m'a amené à me poser ces questions. Étant un spécialiste de philosophie politique et non pas d'éthique, ça m'a pourtant amené sur cette question de l'éthique publique. Voilà, l'éthique publique. Donc le travail sur Machiavel a été assez approfondi. J'ose pas vous dire que j'ai commencé ma thèse au siècle dernier. On est plusieurs ici donc à avoir fait ça, donc je peux quand même le dire. Et après, donc vous voyez, quand même quelques années, 25 ans de recherche machiavélienne, après plusieurs ouvrages et plusieurs dizaines d'articles, je peux en conclure avec cette synthèse qui s'affiche récente, que cet auteur, pourquoi nous pouvons l'aimer, la collection s'appelle Aimer les philosophes, et on a fait appel à moi parce que j'aime Machiavel, et le sous-titre c'est Ombre et lumière du politique. À mesure qu'il fait la lumière sur une part de l'activité politique, il apporte de l'ombre. C'est fascinant. Donc je ne saurais trop vous conseiller de le lire. C'est ce que j'ai fait à propos de l'angle de vue qui était le mien, à savoir redéfinir l'éthique publique des sociétés contemporaines à partir du paradigme que j'appelle la liberté des contemporains, qui vise à dépasser le modèle double, enfin le modèle de l'opposition entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Donc comment penser aujourd'hui la relation entre liberté publique et privée? C'était l'objet de mon habilitation à diriger des recherches en sciences politiques et en philosophie politique, il y a maintenant quelques temps. Ça a donné ce livre, La liberté des contemporains. Et puis finalement, le livre sur la corruption achève ce travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un livre, si ce n'est une lettre qu'on écrit pour des amis qu'on connaît et pour des amis qu'on connaît pas? Telle est la définition humaniste du livre, dans laquelle je me reconnais. Et l'ami pour lequel j'ai écrit est mort juste avant que je fasse paraître ce livre. Donc il y a une sorte de cruauté, peut-être post-mortem, nous échangerons sur la corruption. Hein, cet ami, Robert Damien, grand philosophe trop tôt disparu, du courant républicain ou républicaniste lui aussi, donc m'avait commandé cet ouvrage il y a une dizaine d'années sur la corruption du point de vue de la philosophie politique républicaine aujourd'hui. Il n'aura pas eu l'occasion de le lire. Enfin, nous avons beaucoup échangé. Donc, vous voyez, c'est un ensemble où j'ai découvert que finalement, Machiavel était réellement passé dans mon esprit. Réellement. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu une forme de livre que Machiavel aurait pu écrire aujourd'hui. Sans prétention de ma part, tellement je suis inspiré ou imbibé, quoi, si vous voulez. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème était d'abord d'identifier la corruption pour l'évaluer, savoir ce qu'on doit en penser et comment la juger. Pour être sérieux à ce propos, il fallait se confronter aux catégories juridiques. Car enfin, la notion de corruption, si on évacue rapidement, comme il faut le faire, ces usages, communs ou triviaux, se présente à nous sous la forme de ce que disent des catégories qu'il y a dans les différents codes, hein, les différents codes de juridiction. Je me suis limité, pour commencer simplement, au cas français. Et on voit toutes ces catégories qui apparaissent à partir de la summa divisio entre corruption active et passive, l'abus des biens sociaux, le favoritisme, la concussion, la prise illégale d'intérêt ou ingérence, le détournement de biens publics, le trafic d'influence, l'établissement de faux certificats, la corruption de salariés, la corruption de magistrats. Vous voyez l'arsenal juridique, en constante évolution d'ailleurs, qui nous est donné afin de pouvoir identifier la corruption. Simplement, j'aurais pu m'en tenir là en disant voilà, il suffit de commenter ces catégories. Ça ne suffit pas en fait, pour une raison précise, c'est que la réalité est en transformation. Elle est en transformation du fait notamment qu'un certain nombre d'usages sociaux extrêmement avérés, fort bien documentés par les sciences humaines et sociales, régulièrement présents dans la presse, eh bien ces usages
ne relève pas de la corruption, et pourtant, il semblerait bien qu'il s'y apparente. Prenons le cas du lobbying, où mise sous influence par des intérêts privés ou sectoriels, d'une part de la chose publique, notamment dans les couloirs de l'Assemblée, où se discutent, puis s'élaborent et se votent les lois. Le mot lobbying renvoie à l'anglais lobby, qui désigne l'antichambre du pouvoir, où les personnes intéressées à promouvoir quelque intérêt que ce soit, quelque cause que ce soit, viennent essayer d'influencer les représentants de la souveraineté de la nation. D'ailleurs, vous savez peut-être comment s'appelle le lobbying en canadien? Le vestibulage. Voilà, c'est très joli. Et donc, ce vestibulage est une donnée presque spontanée de la démocratie, et certains auteurs ont pu écrire que ça constitue une représentation bis. Ainsi, l'élu, qui est l'élu d'une généralité, la nation, est-il sensible aussi aux intérêts particuliers? Après, tout le problème est que cette influence soit maîtrisée, précisée. Et par exemple, pour les États-Unis, il y a un code de déontologie des lobbyistes. Alors qu'on n'a pas l'équivalent en France, peut-être parce que nous estimons que ça n'existe pas chez nous. Et la profession est beaucoup moins réglementée. Elle commence à l'être au niveau français en passant par les niveaux européens. Voilà. Vous voyez, work in progress. Les choses sont vraiment en évolution. Tout autre, mais non moins inquiétant, est ce qu'on appelle le pantouflage des hauts fonctionnaires. Donc ça ne veut pas dire qu'ils évoluent en pantoufle. La pantoufle désigne la somme d'argent qu'un haut fonctionnaire rachète après sa formation. Prenons par exemple le cas de l'École nationale d'administration, une grande école pour la haute fonction publique, on peut dire ça, la plus haute en France. Eh bien, après avoir été formé, le haut fonctionnaire peut très bien décider d'aller dans une banque d'affaires pendant quelques années. Il doit racheter le prix de sa formation. Par exemple, un ancien ministre de l'économie et des finances a passé, avant d'occuper des fonctions encore plus hautes, par la banque Rothschild. Voilà. Et donc, on appelle ça le pantouflage, cette allée et venue, par extension, de la haute fonction publique vers la sphère privée, le haut management, disons, des affaires privées, et retour. Comment doit-on qualifier, évaluer, juger cela? Ce n'est pas de la corruption. Le droit ne la reconnaît pas comme telle. Vous voyez, plus généralement, les relations entre les deux sphères, publiques et privées, pour un courant de pensée qui estime que il y a une res publica, une chose publique qui doit être relativement indépendante des intérêts privés. Comment les qualifier aujourd'hui? Comment les penser? Vous voyez, donc d'autant plus que sur le plan de l'activité financière, la décision humaine est relayée par la puissance des algorithmes aujourd'hui, et la circulation des actifs obéit à des règles qui sont de plus en plus complexes, qui sont non moins, si vous voulez, humaines que technologiques. Donc il y a une sorte d'opacité. Ce livre, cette excursion, vous voyez, commandée par mon cher ami Robert Damien, m'a permis d'essayer de faire le point dans la perspective qui est la mienne. Qu'est-ce qu'on conserve de l'héritage du républicanisme? Qu'est-ce qu'on rénove? Qu'est-ce qu'on réinvente? Et qu'est-ce qu'on invente purement et simplement? C'était cette occasion. Donc c'était une chose que je vous ai pas encore dite, c'est qu'il m'a fallu 10 ans pour écrire ce livre. Ma première publication, donc j'avais commencé à travailler avant, date de 2007. Il a paru en 2018, donc vous voyez, j'avais commencé à travailler là-dessus en 2005, dans un séminaire au département de philosophie où j'étais alors maître de conférence. Voilà. Et j'ai mis 10 ans à écrire ce pauvre petit livre. Vous m'excuserez, pour les plus jeunes, c'est pas un exemple, c'est peu rentable. Bon, je suis pas très rapide, mais c'est une question qui m'a beaucoup habité, d'autant que j'ai essayé de la définir, vous voyez, non pas seulement du point de vue descriptif, mais du point de vue normatif. Puisqu'on demande toujours à un philosophe, non seulement d'avoir des concepts adéquats pour penser la réalité, mais avoir des concepts qui peuvent influer la réalité, qui peuvent l'évaluer. Donc, dans une perspective, la perspective d'une recherche normative et axiologique portant sur les valeurs, il faut rappeler que 10 ans de travail sur ce concept ne suffisent pas à justifier qu'on s'essaie à la corruption, puisqu'elle constitue et demeure à jamais un mal. Pourquoi ? En tant qu'elle est en effet la captation illicite et occulte, cachée, des ressources publiques à des fins privées dans les organisations privées et publiques, elle effectue une double rupture. La rupture du pacte de socialité au sein des organisations,
hein, dans la mesure où certaines personnes donc obtiennent des ressources sociales plus importantes que d'autres. Et derrière cette première rupture, il y a une rupture plus grave et plus forte, la rupture du pacte d'égalité dans les démocraties. Pacte d'égalité qui fait que tous les citoyens ont les mêmes droits. Voilà, c'est à cela qu'on reconnaît une démocratie. Donc vous voyez, au fond, c'est ce que j'essaie de montrer dans la première partie du livre, la situation de corruption variée et la situation de quasi-corruption encore plus variée, hein, quasi-corruption relevant des cas que j'ai mentionnés, comme le lobbying ou le pantouflage, eh bien, renvoie une situation non pas féodale, bien entendu, mais de type féodal, où il y a une forme d'asymétrie très forte, et en tout cas, il n'y a pas d'égalité entre les citoyens. Voilà. Il y a en tout cas des gens qui sont avantagés et très fortement avantagés. On ne peut pas beaucoup transformer les situations. Les pays fortement corrompus ont une grande difficulté à récupérer une allure, une assise de type démocratique. Alors, évidemment, c'est une conférence très rapide, une petite présentation, mais on ne peut pas échapper, ainsi que j'essaie de le faire dans le livre, à des études de cas. N'attendez pas de ma réflexion une grande théorie sur la corruption. Mais doublement formé en philosophie et en sciences politiques, attendez de moi des études de cas précises, envisagées du point de vue de la philosophie du droit, du point de vue des sciences humaines et sociales, du point de vue de certaines discursivités. Voilà, des discursivités, termes que j'emprunte à Michel Foucault. Je ne vais pas développer sur cette notion, disons des grands registres de discours. Alors vous voyez, vous vous souvenez tous de cet homme politique, François Fillon. Donc vous diriez qu'il est corrompu, on peut faire un sondage alors. Qui est-ce qui estime ici que François Fillon est corrompu? Allez, on n'a pas le droit de ne pas se prononcer. On pourrait faire une dégradée. On avait promis une situation d'inconfort. Voilà. Bon, qui est-ce qui dit qu'il n'est pas corrompu? Ah, il y a quand même des personnes courageuses. Alors, pour l'instant, simplement, il n'est pas corrompu parce qu'il n'a pas été jugé. Merci Florian, tu peux baisser la main. J'apprécie ton soutien un peu surprenant, mais tu m'expliqueras. Donc, il n'est pas en effet reconnu, convaincu pour l'instant de corruption. Il en est soupçonné. Donc vous vous fondez probablement sur des informations que je n'ai pas. Peut-être j'ai pas lu la presse ce matin. Toujours est-il que votre conviction s'attache probablement à des éléments de jugement d'abord moraux et ensuite un jugement de type philosophique ou lié à justement à l'analyse en termes de politologie qu'on essaie de mener. Je vous rappelle que plusieurs griefs s'attachent à François Fillon qui a en effet perdu l'avantage qu'il aurait pu avoir au début de la campagne du fait de, disons, deux affaires distinctes. La première affaire, c'est celle de ses vêtements qu'un ami lui avait offerts. Malencontreusement, cet ami, on a le droit d'avoir des amis qui vous offrent des vêtements, enfin c'est tout à son honneur. Simplement, il s'agissait de quelqu'un d'influent dans le réseau de la France-Afrique, et 10 jours après son investiture dans le camp de la droite. Alors que tous les voyants étaient ouverts, si je peux dire les choses comme ça, pour qu'il devienne président de la République. Ce qui faisait mauvais effet, puisqu'on pouvait dire finalement que disons, son action allait devoir être mise sous influence. Bon, deuxième grief, vous en avez tous après l'emploi de son épouse, je le sais, à chaque fois c'est pareil. Voilà. Il y a un soupçon de confusion, en effet, de l'ordre domestique et de l'ordre public. Ce soupçon de confusion est tout de même embarrassant, parce que vu les sommes qui plus est versées, puisque si on ne comprend pas, quand on est dans cette position, disons, où il importe d'avoir scrupule de la condition sociale et financière de ses concitoyens, si l'on ne comprend pas qu'il y a une sorte de mise en état d'exception de soi-même, alors disons, on aspire aux plus hautes fonctions du pouvoir exécutif, c'est embarrassant. La pire chose qu'il ait pu dire, c'est et c'était quoi? Et puis quoi encore? Il avait un mouvement d'exaspération en disant mais enfin de quoi me parlez-vous? Et alors voilà, c'était le et alors voilà. Donc tout ça évidemment n'a pas mis François Fillon dans de bonnes dispositions et d'autres personnes plus vertueuses ont obtenu les suffrages des concitoyens. Voilà. Ceci. Alors, du coup, vous voyez,
le cas de Fillon est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une hypersensibilité des Français, des citoyens et des personnes sur ces questions, quitte à s'aveugler sur d'autres aspects. Donc méfions-nous de la qualification de corruption. Méfions-nous, mais grandement. Le cas est complexe. C'est un cas complexe. Voilà. Alors, cette étude de cas a pour but de poser le problème de ce qu'on appelle la faiblesse de la volonté. Souvent, la question de la corruption est posée du point de vue juridique et aussi du point de vue économique. La grande discursivité, le grand registre de discours qui s'attache à qualifier la corruption, c'est l'analyse économique. Et ces deux analyses juridiques et économiques ont quelques points communs, notamment un concept qui est celui de la faiblesse de la volonté, et d'abord le concept de volonté juridique, qui permet de penser le fait d'être l'auteur de son action, via ce qu'on appelle analytiquement, du point de vue philosophique, l'imputation, que le grand philosophe Kelsen, autrichien, théoricien du droit, a pensé. À quelles conditions peut-on imputer une action à quelqu'un ? À quelles conditions y a-t-il une intentionnalité juridique ? Le livre s'attache à penser ça, du fait que il est nécessaire qu'on ait ce concept, mais dans la réalité, les choses sont très complexes. Bien entendu, François Fillon est responsable de ces actes dont il va devoir rendre compte devant les tribunaux. Bien entendu. Dans les faits, la situation de pouvoir, la complexité sociale, la position de la France font que certaines compromissions apparaissent tout aussi nécessaire que fatal. Vous voyez, on rentre dans la complexité propre de l'analyse. Vous voyez, n'attendez pas de moi des leçons sur ce qui serait impeccablement non corrompu. Et c'est en cela que je suis vraiment machiavélien, mais pas machiavélique. Lisez les histoires florentines de Machiavel et vous verrez que toute situation politique complexe implique des situations clair-obscures, particulièrement déroutantes. Alors on peut toujours se dédouaner en disant « je vais choisir un candidat pur ». En fait, il faut se méfier de cette manière de faire qui évoque celle des sycophantes dans l'Athènes, ces accusateurs publics dans l'Athènes ancienne, qui portaient l'accusation de corruption presque à la demande de personnes encore plus corrompues. Ce qui montrait d'ailleurs la vitalité de la démocratie athénienne, en un sens. Vous voyez, nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes probablement pas complètement des démons non plus. Ce livre, évidemment, il est un peu court, mais j'ai voulu faire court, m'a pris 10 ans pour démêler certaines situations à partir d'études de cas. Voilà, donc c'était en effet un travail de longue haleine, qui a été amplifié par l'apport des sciences humaines et sociales, avec cette discursivité complexe, vous voyez, économie, histoire, sociologie et sciences politiques. Je peux vous dire que si ça a pris tant d'années à écrire, c'est que j'ai lu tout ce que je pouvais lire, dans les langues que je pouvais lire, en tout cas français, anglais et italien, sur ce sujet. Vous imaginez, c'est des bibliothèques entières. C'est passionnant. C'est passionnant, je ne m'en lasse pas. Que cherchent à faire les sciences humaines et sociales ? Elles cherchent à comprendre les situations sociales à partir de l'intelligence que les acteurs ont de leur propre motivation. En gros, chacun de ces savoirs vise à reconstituer l'intentionnalité des acteurs passés et présents de la situation sociale particulière qu'est la corruption. Et chemin faisant, je me suis livré à une sorte d'analytique de la discursivité des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'elles procèdent toutes en supposant que le pacte de corruption réunit des sujets qui sont intéressés et calculateurs, qu'ils soient les corrompus ou les corrupteurs, ce qu'on appelle l'utilitarisme implicite de l'analyse de la corruption. Le rapport de corruption joue un rôle social. C'est ce qu'on appelle le fonctionnalisme de l'analyse en sciences humaines et sociales. Ça remplit une fonction précise, cette corruption, je vais en parler dans une minute. Et la corruption, enfin, est relative, vous venez de m'en donner un exemple, à la perception sociale. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ce qu'a fait François Fillon est noir. Pour d'autres, plus rares, c'est blanc, et pour certains, c'est gris. Et la plupart des analyses en économie, en histoire, en sociologie, en sciences politiques reprennent ce modèle des trois couleurs, des trois tons de la corruption, qui a été, au début des années 60, il y a un article de Heidenheimer, un article séminal sur ces questions, que tout le monde a repris. Et alors, du coup, on peut prendre là encore un cas intéressant. Moi, je me suis évidemment intéressé à la corruption aggravée, quoi. De gens qui étaient de simples drapiers, devenus banquiers, et qui sont devenus, en un siècle et demi, grand-ducs de Toscane. Donc,
reconnus par le Vatican. Bien entendu, il s'agit des Médicis, avec Côme l'Ancien, et le deuxième duc de Toscane, qui s'appelle François Ier de Médicis. Vous voyez, pour vous donner un peu les dates, Côme l'Ancien sur votre gauche, donc c'est 1389-1464, c'est dates de naissance et de mort. François Ier de Médicis, donc second duc de Toscane, 1541-1589. Voilà. Alors, les Médicis ont réussi à s'imposer moyennant un certain nombre de manœuvres financières, de prêts particulièrement avantageux qui leur accordaient des avantages, et progressivement ils ont su utiliser les moyens dont ils disposaient pour parvenir à un pouvoir consacré de manière légitime, à un pouvoir dynastique. Alors c'est assez remarquable. Les fonctionnalistes diraient, j'ai lu ça dans le livre notamment de Jean-Claude Vaquet, un livre un peu ancien mais excellent. Les fonctionnalistes, historiens, sociologues, disent que, eh bien, la corruption est une fonction sociale qui remplit, un usage social qui remplit une fonction latente. C'est de faire parvenir au pouvoir des élites sociales qui ne peuvent pas y parvenir. Des bourgeois, drapiers, ils faisaient des draps, devenus enrichis, devenus banquiers, deviennent grands-ducs. Et donc, en fait, vous voyez comment la corruption, quand elle est analysée par l'économie, la sociologie, l'histoire et la science politique, remplit cette fonction latente de permettre à une société dont les cadres sont très vite étroits, sont fixes, figés, parallèlement à l'évolution du droit, mais plus vite que l'évolution du droit, donc à transformer la société. Une transformation de la société assez fascinante. On peut reconstituer, comme le ferait Balzac dans La Comédie humaine, l'histoire de grandes familles, tout au long donc de ces modifications qui sont autant de gratifications que la famille obtient. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que le talent des individus, leur puissante capacité d'ambition et de transformation de la réalité grâce à cette ambition, agit sur le réel au point d'obtenir progressivement sur la longue durée certains avantages. Voilà. Qui se confondent évidemment avec leur pouvoir réel derrière. Ce qui m'intéresse quand même, c'est la manière dont, comme le rappelait Machiavel, la vérité effective du pouvoir dépend d'un certain nombre d'opérations plus ou moins claires, plus ou moins visibles, plus ou moins contestables. Parfois elles le sont, parfois elles le sont pas. C'est très complexe. Alors, du coup, vous voyez, le problème, c'est je sens que vous êtes inquiet, vous l'êtes normalement, parce que quand on procède comme ça, on a tendance à dire, mais alors, est-ce qu'elle constitue encore un mal, la corruption? En effet, le problème des sciences humaines et sociales, c'est que leur capacité de description et de compréhension, en rentrant dans les motifs intentionnels des acteurs sur la longue durée, fait disparaître éventuellement la normativité. On ne sait plus si c'est bien ou mal. Alors j'étais moi-même en grand embarras et j'imaginais déjà le rire tonitruant de Robert Damien qui m'avait mis dans cette fâcheuse posture. Et du coup, j'ai évidemment avec la virtu qui me caractérise, j'ai utilisé la fortune. Et je suis allé voir sur les terrains les plus radicaux, comme le clientélisme, le patronage, la vénalité des offices, le fait d'acheter sa charge, ou l'évergétisme, faire des cadeaux somptueux à sa cité. Voilà. Et du coup, je suis arrivé à cette idée, je crois que ce sont les moins mauvaises pages du livre. Qu'est-ce qui s'échange dans le clientélisme? Le client et le patron obtiennent des avantages. L'un et l'autre sont singularisés, identifiés. Ce qu'ils échangent, me semble-t-il, c'est moins de l'enrichissement ou des moyens d'action réels que des signes sociaux qui leur permettent d'avoir de l'autorité. Et il est bien clair que les élites se constituent dans la connivence qui les caractérise, en fonction de la possession, par exemple, de ce signe ultime qui est la capacité d'influence. Quand bien même on ne corrompt pas réellement, on peut corrompre. Et on est connu pour tel. Donc on est au cœur, vous voyez, d'un phénomène de type mafieux. Et qui fait que il y a une résistance, une robustesse du système corrompu. Une robustesse qui tient pas seulement à la violence de fait qui s'exerce parfois. Elle tient parfois au prestige que les humbles accordent aux plus grands, parce que en accordant ce prestige, ils vont avoir des satisfactions de l'ordre de la protection. Et on voit comment ces systèmes sont très résistants. Alors c'est le plus difficile probablement à accepter, mais au terme de l'enquête, en m'appuyant sur les travaux d'économie et de sciences politiques, très nombreux sur ces questions, en les compilant sans cesse, on obtient les mêmes formes
Voilà. Ce qui met en question, vous voyez, ce que nous, on nous a appris, républicains, sur le tournant historique, c'est Max Weber, le héros de cette histoire, qu'à un moment donné, les hommes deviennent, entre guillemets, réglo. Les humains deviennent réglo, parce qu'ils ont compris que l'intérêt public est supérieur à l'intérêt privé. Voilà ce que dit Max Weber dans sa grande histoire de la transformation des conduites sociales. Ça mérite qu'on s'y attache et qu'on, sans doute, on conteste l'implicite, en disant que l'apparition de l'État n'induit pas de transformation radicale, en tout cas du point de vue anthropologique. L'homme reste toujours l'homme, avec, vous voyez, la possibilité de transformer la relation de corruption, de la rendre inventive et créative en permanence. Voilà, on est toujours surpris. Donc, vous voyez, la relation sociale d'autorité, qui sous-tend la relation politique d'autorité, elle repose sur des déterminants psychologiques et vraisemblablement symboliques extrêmement puissants. Je terminerai rapidement en évoquant la quatrième discursivité très importante, qui est celle de la théologie. La théologie, tout particulièrement d'aspiration chrétienne, et plus particulièrement encore catholique, a toujours évidemment littéralement dénoncé, même calomnié la gloire, la vaine gloire, la recherche de la gloire. Il n'en demeure pas moins qu'elle nous a permis de penser ce que les corrompus et les corrupteurs cherchent dans la relation, à savoir ce qu'on appelle la simonie. C'est un péché. La simonie, c'est le péché qui consiste à acheter et à vendre des biens spirituels. Ce qu'on cherche probablement, ultimement, dans la corruption, c'est l'obtention d'une augmentation symbolique, qui échappe notamment aux marqueurs que sont, par exemple, l'enrichissement personnel. L'enrichissement personnel, donc la détermination économico-juridique de la corruption, est insuffisante pour comprendre ce qui se passe, à savoir la recherche d'une gloire à la fois vaine, du point de vue des valeurs humaines, humanistes, éthiques, mais réelle, du point de vue de ce que j'appelle le pouvoir oblique, qui est le pouvoir social, qui structure très souvent nos relations publiques. Alors du coup, j'en tire 3 conclusions. Il convient justement d'analyser sans cesse ce pouvoir oblique. Quelles sont ses configurations concrètes? La vérité effective de la chose, politique, comme dit Machiavel, mérite qu'on remette le métier, l'ouvrage 100 fois sur le métier. Que pour chaque situation, on analyse sous différents angles de vue ce qui se passe réellement. Et pourquoi les choses se sont passées ainsi, en écoutant les motivations des acteurs et en regardant les conditions dans lesquelles ils évoluent. Il importe aussi, vous voyez, d'admettre que les acteurs de la corruption ne sont pas irrationnels. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils sont au contraire profondément intéressés. Ce qui amène à renverser le paradigme de l'intérêt. Du point de vue libéral du paradigme de l'intérêt, aucune raison de ne pas être corrompu, tant qu'on n'est pas pris. Tout autre est le modèle républicain qui, c'est ce que j'ai essayé de faire, dans la conclusion du livre, assez longue, se pose sur la question de l'éthique publique aujourd'hui. Vous voyez, la commande que je me suis prescrite et que Robert Damien m'avait faite, je la livre. En fait, il faut envisager probablement une autre morale, du point de vue du paradigme républicain, et c'est une morale de type arétaïque, et non pas conséquentialiste, comme dans le libéralisme. Arétaïque, pourquoi? Elle repose sur des vertus. Parmi toutes les vertus républicaines, je pense qu'il faut repenser la probité. C'est un machiavélien qui vous parle. La probité n'est pas l'honnêteté, et Dieu nous en garde. L'honnêteté regarde le fort intérieur des personnes privées. La probité est une vertu sociale, me semble-t-il, qu'on peut repenser. Vertu sociale qui regarde le fait qu'il y a un écart peut-être réel, mais toujours estimable par les citoyens, entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Entre ce que la personne publique dit et ce qu'elle fait. Écart que la personne publique elle-même, l'élu, le responsable, prenons les organisations privées et le manager, qui doivent évoluer dans des environnements complexes et parfois changer de position, écart que, malgré ce changement de position, ils peuvent justifier vis-à-vis de leurs administrés, vis-à-vis de leur équipe. Sans cela, la confiance est morte. Il n'y a plus de lien politique possible. En spécialiste de Machiavel, je pense que c'est pas très grave si l'homme politique ne nous dit pas exactement ce qu'il va faire. Tel est le sens de la délégation et du mandat. C'est lui qui prend la responsabilité. Je pense qu'il est très important de lui rappeler sans cesse qu'il a donné sa parole sur certains points et qu'on a besoin qu'il justifie de ses actes. Vous voyez, en fait, j'essaie de penser la probité par référence aux stoïciens qui ont inventé cette notion, hein, vous voyez, comme dans le monde romain, un monde très social où il y avait des tas d'affaires,
Voilà. J'essaie de l'avancer par rapport aussi à son moment de résurgence dans l'histoire européenne, à savoir au moment de la Constitution, par les constituants. Robespierre et Danton parlent sans cesse de probité. À une époque où les aristocrates ont été exclus du jeu politique, lesquels agissaient selon un code de conduite qui s'apparentait à l'honneur. Hein, la vertu aristocratique de l'honneur. Il y a une vertu républicaine qui se met à la place, qui est celle de la probité. Vous voyez, dont le travail en tant qu'agent de l'État, ce qui est mon cas, hein, fonctionnaire, en responsabilité actuellement sur un mandat à l'université. Chacun d'entre nous qui exerce ses compétences dans un cadre d'une tâche publique peut et doit, me semble-t-il, ne pas perdre de vue que cette notion de probité l'assigne à sa tâche en relation avec sa parole et les nécessités de l'action. Je vous remercie de votre écoute.